Bonjour Olivier, ravi de te retrouver un an après. Bonjour Joanne, oui super. On prend les mêmes et on recommence, seulement bien. qu'aujourd'hui on va changer de sujet. J'aimerais t'interviewer principalement sur le projet qui est en place depuis maintenant de nombreuses années sur la fameuse réserve de Voïman à Madagascar. Oui. J'aimerais que tu nous en parles davantage et comprendre un peu quel est le contexte de cette aventure qui a commencé déjà en 2008, il me semble. Un petit peu plus. Un peu plus que j'ai ça. décidé de créer la réserve en 2000. Donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Alors pourquoi Voïman? Parce que en fait Voïman est un hotspot de biodiversité. Et j'avais travaillé déjà depuis une dizaine d'années pour pas mal d'organisations internationales, les Nations Unies, la coopération américaine, française. Et tout ça pour le gouvernement malgache, pour l'Office national de l'environnement, à essayer de définir des stratégies de conservation. Madagascar a été assez avancé, mine de rien, dans des stratégies de conservation, en particulier parce que c'est un pays où les populations sont particulièrement pauvres, mais un pays très riche en ressources naturelles. Et donc il y avait un gros potentiel de travailler sur la valorisation des ressources naturelles, d'impliquer les communautés locales dans la conservation. Mais tout ça c'est compliqué. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas les institutions pour avoir ces approches holistiques à l'époque. Mais donc j'avais fait beaucoup de théories, beaucoup de rapports, on m'avait même invité à Washington pour présenter les résultats de nos travaux, des stratégies qu'on proposait. Mais en fait personne ne pouvait mettre en œuvre. Et je me suis dit que si j'avais l'intégrité de croire dans ce que j'écrivais, eh bien, il fallait qu'on le montre en pratique. Et d'où l'idée de créer ce que j'ai appelé une réserve expérimentale, où on allait essayer de mettre ça en œuvre. Et alors, il y a tellement d'espace à Madagascar pour le faire, je veux dire, j'habitais Madagascar à l'époque, et donc j'ai vu un biologiste suisse qui a fait une publication scientifique et qui disait... le hotspot de Voïman, je veux dire, est incroyable. Je veux dire, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de grenouilles endémiques. Un truc de folie. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de grenouilles sur Voïman que dans toute la France. Je veux dire, ça veut dire 100 000 fois plus petit, je veux dire, et 2 fois plus de grenouilles. C'est un truc de folie. De toutes les couleurs certainement en plus. Ouais, avec des grenouilles diurnes, tu vois, qui ont des sourcils vert pomme, des pattes oranges zébrées, des taches bleu turquoise sur le ventre et le reste du dos noir. Enfin, c'est juste incroyable. Et aussi des grenouilles qui ont dans leur peau des alcaloïdes qui servent à la recherche contre le cancer à l'heure actuelle. Donc, je veux dire, un truc obligatoire à préserver. Mais ce biologiste suisse, justement, écrivait que malheureusement, d'ici 2 ans, cette forêt aurait probablement disparu. À cause des pressions tropiques, je veux dire, parce qu'on faisait de la culture sur brûlis, tout le monde coupait la forêt pour faire du charbon et tout ça. Donc je me suis dit, parfait challenge, je veux dire, pour le faire. La zone est assez petite, donc puisqu'on a à peu près 1800 hectares, je veux dire, de surface en totalité de la zone qu'on a pris en gestion. Donc je suis allé voir le gouvernement malgache et je lui ai dit, ok, est-ce que vous seriez prêt à ce que moi je gère? Vous ne pouvez pas tout faire, il n'y a pas assez de sous pour le faire, donc moi je vais chercher les sous, on va se débrouiller, on va travailler avec les communautés locales et on va le faire. Et donc on a mis ça en œuvre. 20 ans après, on a perdu des surfaces forestières parce que les pressions étaient très très fortes. Je veux dire, on a perdu plusieurs centaines d'hectares de forêt. Mais maintenant, depuis 2017, en gros, je veux dire, on a vraiment réussi à enrayer, travailler avec les communautés locales, avoir une vraie synergie. Et depuis 2017, il n'y a pratiquement plus de déforestation. Plus du tout d'arbres coupés, on a des gardes forestiers communautaires qui sont issus des villages, je veux dire, qui protègent la forêt, parce que même si ça se passe bien, en Suisse, c'est un pays super riche, il y a des gardes forestiers. Oui. Mais ce sont des gardes forestiers communautaires, ce ne sont pas des gens payés par l'État, ils sont payés par l'ONG, et ça fonctionne. Donc on a 618 hectares de forêt qui restent sur Voïman, de forêt primaire. Ça fait 11 espèces de lémuriens, 70 espèces de grenouilles, 78 espèces d'orchidées, des caméléons, un petit serpent qu'on a découvert là-bas il y a quelques années. C'est le seul endroit où il a été vu, je veux dire. Donc il y a des espèces incroyables, des oiseaux bien sûr, je veux dire. Et tout ça avec aussi 160 plantes médicinales. Dont certaines sont exportées pour l'industrie pharmaceutique, Drosera madagascariensis, qui est une petite plante utilisée pour des sirops antitussifs, Centella asiatica, qu'on retrouve un peu partout dans les produits cosmétiques, mais aussi dans des crèmes cicatrisantes.
Ilex mitis, qui est aussi utilisé, je veux dire, pour des problèmes de cicatrisation, et plein de plantes dont on n'a encore pas du tout cerné ou valorisé les ressources, mais on a fait un travail pour inventorier ces plantes médicinales. Et pareil, si cette forêt partait en fumée, c'est pas que des animaux extraordinaires et uniques, mais c'est aussi, je veux dire, ces plantes médicinales. Et Wuiman, ce sanctuaire, je veux dire, donc il y a 25 espèces animales qui sont menacées d'extinction dessus, et pratiquement une cinquantaine de plantes qui sont aussi menacées de disparition. Donc c'est vraiment crucial de faire ça. Et ce qu'il y a de génial, c'est que ça se fait avec les communautés locales. Oui, tout à fait. Justement, je voulais rentrer dans ce détail-là. Je voulais savoir quelles sont les structures qui sont impliquées sur place et comment tu travailles avec les communautés locales. Alors, c'est très important, bien évidemment. Il y a des villages tout autour qui sont potentielles pressions, mais qui sont potentielles solutions. Oui. Et c'est vrai que dans les approches holistiques dont je t'ai parlé au début, il y avait une vision qui était celle de l'autonomisation, de la gouvernance. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais dit, je vais passer toute ma vie ici à protéger cette forêt. Je veux dire, moi, j'ai un rôle à jouer qui est plutôt celui de passeur, d'intermédiaire, de créer le lien, de faire la recherche. Mais la gestion et la protection de la zone, ça doit être fait au niveau local. Oui. Donc, on a une ONG malgache, 100% malgache. Moi, ça fait 2 ans que je suis là maintenant. On travaille par Skype, on échange, etc. Mais ce sont eux qui gèrent. Mais il y a eu surtout un gros travail de transfert des responsabilités au niveau des associations locales. Il y a une association qui s'occupe de l'exploitation durable du bois de chauffe, parce que c'est une zone où il y avait déjà des forêts d'eucalyptus plantées par le chemin de fer dans le temps. Donc celles-là, elles sont gérées durablement pour produire du bois de chauffe. Il y a une association des femmes qui voulaient faire de l'artisanat, garder aussi du savoir traditionnel, je dirais qu'elles ont avec des roseaux, des choses comme ça. Donc elles vendent leur artisanat au bord de la route. Il y a aussi une association qui produit des huiles essentielles, qui est un des points très importants, je veux dire, sur place. Et là, eux aussi travaillent en association locale, je veux dire, beaucoup de femmes qui sont regroupées dans la production, des hommes qui sont plus à la distillation elle-même, et qui gèrent leurs revenus, comme l'écotourisme aussi. Il y a aussi une association qui s'appelle Merci Wuiman, qui gère ce qu'on appelle le relais du naturaliste, qui est une structure d'écotourisme local, qui reçoit des visiteurs nationaux et internationaux, et dont 100% des revenus reviennent au niveau local. L'idée est très simple, je veux dire, c'est que si les communautés locales, elles voient que ce sont elles qui gèrent, elles prennent leurs responsabilités, elles voient qu'il y a des visiteurs qui viennent pour voir les lémuriens, donc elles vont vouloir protéger les lémuriens à un moment donné. Et ça, il faut que ça reste au niveau local et responsabiliser les gens. Ce sont leurs ressources. Souvent, quand ils ont détruit les forêts, c'est par des pratiques ancestrales, mais c'est souvent aussi parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc si on arrive à leur donner la valeur de leurs ressources, à ce moment-là, ça devient des partenaires réels de la conservation et petit à petit, les vrais gestionnaires de leurs ressources. Absolument. Et du coup, toutes ces associations et communautés locales sont chapeautées par ton association L'Homme et l'Environnement. C'est bien ça? Oui, parce qu'on ne fait pas des gestionnaires de gens qui sont illettrés. Nous, on a personne qui a le bac sur place. Je veux dire, donc on a même on a 2 personnes qui sont guides maintenant. Je veux dire. Mais sinon, les autres, je veux dire, c'est à peine s'ils ont le BEP, je veux dire, donc le certificat d'études, des choses comme ça. Donc, ce que fait l'ONG, c'est qu'elle les accompagne dans la gestion, je veux dire, de voir qu'ils puissent tenir leur compte. Je veux dire, quand on fait des huiles essentielles, il faut de la traçabilité, ils savent le faire. Donc, mais ça demande un contrôle. Il y a EcoCert qui vérifie que ce soit bio, même si c'est 100% bio, on veut le garantir. Donc l'ONG va les accompagner dans leur gestion de leurs ressources, dans leur gestion de leurs comptes, dans l'évolution de leurs petites entreprises. Ok, oui effectivement, parce qu'il faut aussi qu'ils s'entendent entre eux. C'est aussi, j'imagine, une bonne entente entre toutes les associations qui interviennent sur le site. Tout à fait. Donc ça, c'est pas simple, mais ça, à l'extrême, c'est eux qui savent le mieux le faire. Je veux dire, savoir comment se gérer entre eux. On fait aussi un travail, je veux dire, en douceur, assez complexe, qui est celui de la promotion du rôle des femmes, qui traditionnellement était assez secondaire, je dirais, qui prennent beaucoup d'ampleur, parce qu'on a des femmes qui travaillent au sein de l'ONG beaucoup. Et donc, ça crée un mouvement sur le terrain qui motive les femmes localement aussi à prendre des responsabilités. Ça, c'est quelque chose qui doit se faire en douceur. Fort, mais en respectant les droits traditionnels locaux. Donc cette gouvernance, elle se met en place avec l'aide de l'ONG, mais il y a aussi les relations avec l'État.
Parce qu'on a par exemple dû défendre en fait ces communautés-là et la forêt de Wuyiman contre des gens qui voulaient s'approprier des bouts de forêt. Donc ils sont allés un peu corrompre des gens pour essayer d'avoir des terrains, acheter des bouts de forêt. Donc là, c'est le rôle de l'ONG de défendre les communautés locales auprès des autorités compétentes. Et c'est des privés, genre des privés, des étrangers qui viennent tenter de s'approprier ces terres? C'était des privés malgaches, mais pour faire du charbon, pour faire du bois de chauffe, pour faire beaucoup de choses. Je veux dire, pour faire de l'agriculture, des choses comme ça. Alors qu'il y a plein de terres, mais ces terres, elles sont encore riches. Je veux dire, si on exploite le bois, on fait des sous. Donc c'est là où il y a un besoin de défendre les forêts, mais aussi les communautés locales. D'accord, donc toi, tu as tes équipes sur place et aussi tes équipes à Paris, j'imagine, qui sont en contact permanent pour gérer la réserve de loin et de près, non? À Paris, on est très très peu. Je veux dire, on a quelqu'un qui s'occupe un peu de communication, parce que pareil, il faut que ça vive maintenant, il faut faire parler de choses. Des fois, il nous faut très peu de moyens. Donc, en parlant sur les réseaux sociaux, on arrive. Donc, on a Jessica qui s'occupe un peu de Facebook depuis le Vietnam. Je veux dire, on est loin. Anne, ici à Paris, s'occupe du programme éducation, d'essayer de concevoir avec les équipes malgaches, avec Sophie localement, le programme éducation, l'éducation à l'environnement, essayer de développer ça. On a Marc aussi qui se met à nous aider. Marc, qui lui est à Dubaï, je veux dire, qui est un biologiste qui nous est formé. On a les équipes du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, qui travaillent avec nous maintenant pour encadrer des étudiants malgaches qui vont étudier les grenouilles, les lémuriens. Mais donc tout ça, on essaye d'avoir des équipes qui ont une valeur ajoutée. On ne veut plus être comme des grosses organisations dans le temps qui doivent avoir, entre guillemets, des blancs sur place pour faire le boulot. Non, c'est les malgaches qui savent faire. C'est super, ok. En gros, schématiquement, les activités sont donc l'écotourisme qui se développe pas mal, mais ça reste petit. Mais en tout cas, ça a une importance considérable parce que le lien avec la nature, il est très fort. On développe donc la production des huiles essentielles, avec des huiles essentielles locales qui existent sur place, la maniguette fine, l'hélicris femelle, le gingembre papillon, qui sont des plantes sauvages sur place, et des plantes qu'on a développées aussi en agriculture. Donc on a fait le gingembre de Wuyiman, qui a une spécificité chimique qui est super, le fameux gingembre bleu qu'on a développé avec Chanel sur place, parce qu'il est tellement extraordinaire. On travaille aussi sur des curcumas. Là, on a développé des nouvelles cultures aussi, je veux dire le palmarosa, le lemongrass, je veux dire beaucoup de plantes, un petit peu de géranium. Du ravinsar aussi qu'on a planté dès 2004, on a planté des arbres et ça c'est super parce que au début, en 2004, les gens ils avaient juste entendu un peu parler de cette huile essentielle. Maintenant on le sait. Même à Madagascar. Même à Madagascar. Enfin, les gens de Wuyiman, parce qu'ils étaient loin, ils n'étaient pas dans le système. Les gens dans les huiles essentielles connaissaient, donc ils avaient entendu un peu. Quand j'ai amené des plants avec nos équipes, j'ai dit « Ok, tiens, on vous propose de planter ça ». Bon, les gens ils ont dit « Ok, si on les file, ça prend... On s'en occupe quand ils sont petits, au bout de 2 ans, tu t'en occupes plus, ça pousse tout seul ». Donc c'était bien. Et maintenant, ils font des sous en vendant les feuilles pour produire de l'huile essentielle. Et donc, du coup, ils sont très contents. Et on a eu cette réaction géniale qui était de dire « Ah, si on avait su, on en aurait planté plus ». Donc maintenant, quand je leur propose de planter des nouvelles choses, ils le font. Donc là, on a aussi un grand programme agricole soutenu par Groupe Bourlier, qui est un copain qui est toujours engagé avec nous, et on a un gros programme agricole pour aussi arriver à cette résilience, c'est-à-dire pour que les gens ne soient pas dépendants que des huiles essentielles à l'export, parce que si jamais il y a des problèmes politiques, on en a déjà vu, donc il n'y a plus d'export, donc il faut travailler sur plus de choses. Le tourisme s'est interrompu avec la Covid. Donc là, on travaille beaucoup aussi sur l'autonomisation alimentaire, en aidant les paysans à planter des choses pour l'avenir, comme de la cannelle, du girofle. Mais ça, il faut plusieurs années, il faut 7-8 ans avant qu'un arbre puisse produire. Donc, il faut les soutenir pendant ce temps. Donc, on plante aussi des ananas et des bananes. On a quand même planté 30 000 plants d'ananas avec les paysans, 12 000 plants de bananes, parce que ça, ils ont un marché local, c'est alimentaire aussi. Donc ça, on a tout ce travail aussi d'approche holistique, qui est de se dire, si on veut que cette production d'huile essentielle, valoriser les plantes locales, perdure, il faut aussi que les gens y soient bien eux-mêmes, sans être dépendants que du marché international. Oui. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment est organisée la gestion physique de la culture des plantes qui seront distillées en fait et qui auront un pouvoir économique important derrière? Alors, il faut voir que sur Wuyiman, on a un terrain de jeu incroyable. Je t'ai dit, on parle de 1800 hectares. Et en fait, on entend beaucoup parler de permaculture, tu vois, mais sans que les gens sachent vraiment beaucoup ce que ça veut dire.
en fait, tu as une approche qu'on appelle territoire. Tu vois, tu vas avoir, et ça, on va le retrouver dans les plantes. On va avoir des plantes qui vont être cultivées telles que le gingembre, qui demande à être planté en terre, etc. Je t'ai parlé du palmarosa, du lemongrass, etc. Ça, c'est des plantes qui sont aussi répulsives. Donc, si tu veux, nous, on va essayer d'avoir une vision territoire. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais en mélangeant tout ça, on a des plantes aussi bien qui vont être des arbres, qu'on va, par exemple, sur des zones très pentues, parce qu'on est dans une zone de montagne, et ben, on va planter ces ravinsars, si tu veux, qui vont servir à fixer le sol aussi, tu vois, à préserver les rivières. Du lemongrass, quand on va planter de la cannelle, du girofle, on va faire des courbes de niveau aussi avec ces lemongrass qui sont des plantes répulsives. Donc on va mélanger en fait, il y a différents modes de culture et des plantes locales aussi qui sont aromatiques. On a travaillé sur le yari, je veux dire qui commence à être connu maintenant. Pareil, j'ai inventé le nom yari, tu vois, qui n'existait pas, parce que c'est une plante qui est localement très abondante et qui fait une huile essentielle. Personne s'en était occupé, tu vois, on connaissait la cannelle de Madagascar, le girofle, mais on a plein d'essences aromatiques, dont certaines sont plus ou moins intéressantes. Donc le gingembre papillon, qui a cette odeur vraiment élévatrice aussi, tu vois, et qui parle tellement d'elle-même, tu vois, puisque tu as cet enracinement des racines, ce côté gingembre. C'est une fleur qui est en couronne, qui a une odeur merveilleuse, donc là tu t'élèves, si tu veux, avec cette couronne. Donc tu as cette image, et tout ça est mélangé, tu vois, on a des plantes sauvages, parce que tu as des zones, encore une fois, très pentues, où on va garder justement le gingembre papillon, avec ses rhizomes, tu vois, fixateurs du sol, je veux dire, même si c'est des gros rhizomes, la maniguette fine aussi, des zones de jachère qu'on laisse se régénérer, où on va utiliser le yari, où on a fait pas mal de travaux avec le cirade aussi, pour voir comment on peut valoriser ces plantes-là. Donc on a aussi bien des plantes sauvages, j'ai parlé du cypérifère, ce poivre sauvage, qu'on va utiliser dans des reboisements. Moi je reboise, là on a une petite zone de 40 hectares, ça fait marrer les permaculteurs si tu veux, dans lequel je fais replanter des essences sauvages, si tu veux, qui ont jamais été valorisées correctement. Tu vois, l'Ilex mitis, Prunus africana, dont l'écorce a été surexploitée pour faire des produits pour les problèmes de prostate bénin. Avec l'évolution démographique, tu vois, en Europe et aux États-Unis, des gens qui sont de plus en plus vieux, je peux te dire, les problèmes de prostate, ça va continuer, je veux dire. Et là, on a une plante qui fonctionne, des données scientifiques, sauf que les arbres ont été exploités de partout. Parce que personne plante en disant, dans 20 ans, ça va produire, tu vois, ou dans 30 ans, ça va produire. Ça paraît trop loin pour se ça paraît trop loin. Pourtant, il faut le faire, si tu veux, tu vois. Je veux dire, on a des enfants qui seront là dans 20 ans. Donc là, on le fait. Donc, on a ce mix, tu vois, Wuillemann. On doit avoir une vingtaine d'essences. Et toutes ces essences sont distillées. Toutes ces essences sont distillées, donc avec plus ou moins de reconnaissance sur le marché international, plus ou moins de tests qui ont été faits sur l'efficacité, leurs propriétés. Mais l'idée, c'est ça, c'est de sortir à petit toutes ces huiles, pour aussi montrer que quand on regarde la nature, on va voir tous ces bienfaits. Et encore une fois, l'idée, c'est de partager avec Aroma Forest et d'essayer de dire, va chercher Aroma Forest et puis tu vas trouver les essences de Wuillemann, tu vas pouvoir les découvrir. Vous pouvez venir sur place puisqu'on a cet écotourisme communautaire. C'est aussi ça qu'on veut, c'est partager, je veux dire, avec les gens sur place. Mais c'est cette approche territoire, on doit produire de façon le plus productive possible des essences alimentaires, je veux dire, mais à côté, on peut avoir des essences aromatiques qui vont créer des revenus, qui vont permettre de faire des médicaments pour le centre de santé, puisque les citronnelles sont aussi super intéressantes, en répulsif, je veux dire, tu vois, etc. Donc on va essayer de mélanger tout ça ensemble, les plantes sauvages, les plantes agricoles, je veux dire, et puis les plantes qui sont un peu mixtes, je veux dire, qu'on va essayer d'aménager, dont on va rendre la productivité naturelle un peu plus importante. Donc on va avoir des densités un peu plus importantes dans des zones de reboisement, par exemple. Et la Centella asiatica, elle pousse sur Wuillemann, tu en parlais tout à l'heure. Elle pousse sur Wuillemann. On a fait beaucoup de travaux depuis 2004, je dirais, donc ça fait presque 20 ans maintenant. Même chose, parce que Centella asiatica n'a pas la même composition chimique suivant d'où elle pousse. Il y en a en Afrique, il y en a en Inde. Pourtant, c'est Madagascar qui exporte parce qu'il a 2 fois plus de principes actifs, mais ça, c'est une moyenne. Et en fait, on a regardé sur Wuillemann, on a la Centella asiatica la plus productive en acide asiaticoside et tu vois, donc tous ces principes actifs qui font qu'elle fonctionne bien.
Et on a une toute petite production, donc où je crois que les femmes font 600 à 800 kilos de feuilles par an parce qu'elles sont plutôt au soleil. Et donc on a une zone qui produit, on essaie de le faire. Pour le moment, ça part sur l'Institut malgache de recherche appliquée, je veux dire utilisé comme ça. Mais l'idée aussi, c'est petit à petit de valoriser ces plantes pour en faire des extraits sur place. Donc on a réhabilité le labo. Je te montrerai des photos qui m'envoient justement par WhatsApp et autres, c'est assez chouette. Donc on a un séchoir, on a un labo, donc on a une boîte ici qui va nous aider pour faire une paillasse qui soit vraiment pro. Donc c'est un peu des rêves fous du laboratoire de la Beauce, mais c'est génial parce qu'on peut produire des choses qu'on produirait nulle part d'autre. Oui. Tu as parlé de Centella asiatica aussi. On a des desmodium aussi, je veux dire, qui sont aussi très très importants pour les problèmes de foie, je veux dire, etc. Donc on a ça. Et puis on a aussi des orchidées sur lesquelles on travaille. J'ai mis la Françoisie, qui est une orchidée qui sert à parfumer le rhum, parce que la fleur séchée garde son arôme. Parce que c'est rare qu'une orchidée ait une odeur d'ailleurs. Alors, beaucoup ont des odeurs, certaines la nuit, si tu veux, donc pour attirer des papillons de nuit, c'est génial. Mais en général, quand la fleur meurt, si tu veux, il n'y a plus d'odeur. Alors que là, Juméléa Françoisie garde son odeur. Et donc là, il y a... Comment ça s'appelle? Juméléa Françoisie. Et là, j'ai fait planter 1000 plants, donc il y a 4-5 ans. Et là, on commence à avoir les fleurs. Donc en décembre, on va collecter les graines de ces petits 1000 plants mères. Et ça, ils poussent naturellement là-bas, donc on va les remettre dans la forêt. Donc c'est ce que j'appelle l'enrichissement naturel. Pour que cette forêt, elle gagne aussi de la valeur économique pour les communautés locales. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de l'Artemisia annua? Est-ce que tu la cultives sur Voïman? On développe. On a eu un peu de mal parce qu'on a tellement de choses qu'on fait. On manque un peu de staff, si tu veux, pour poursuivre tout ça. Mais ça, bien sûr, tu vois, c'est Michel Pidou qui nous a filé des graines. Oui. Et ça, il y a des plantes malgaches qui marchent contre le paludisme. Donc là, on développe parce que c'est très bien maîtrisé, ça marche bien, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est vraiment un super produit. Donc là, on développe les plantations, mais on en est au stade des pépinières encore avec les graines. Oui, bon, ça va venir. Projet à suivre. Ça pousse assez vite. Ouais, mais je pense que d'ici 1 an, on devrait être capable de fournir des tisanes au centre de santé. Ouais. Là, pour le coup, 1 an, c'est pas grand-chose au niveau de la vie humaine, donc c'est une bonne nouvelle. Absolument. On n'aura pas à attendre 15 ans. Non, c'est pour ça que c'est bien d'avoir beaucoup de terrain, tu vois. C'est ça, c'est clair. Mais il y a aussi un centre de santé. Donc j'aimerais savoir en fait en quoi consiste ce centre, qui y travaille, quels sont les remèdes qui sont proposés, quels sont les thérapeutes qui sont impliqués, comment il est organisé, quel est le matériel, etc. Est-ce que tu peux développer ça, s'il te plaît? Alors, le centre de santé, en fait, c'est principalement 2 sages-femmes qui sont dedans. Donc, il y a une sage-femme qui a fait des études de sage-femme, et il y a ce qu'on appelle une matrone, une sage-femme traditionnelle. Il faudrait revenir après. En fait, la dynamique se crée très, très bien. Au début, il n'y avait pas de centre de santé à Voïman, donc 2500 habitants qui doivent marcher 12 km à pied dans les collines. En cas de cyclone, il n'y a même pas d'accès. Donc c'était assez dramatique de se dire ça. Donc à l'époque, j'avais créé un petit centre de santé avec un médecin. Et ce médecin, quand il a commencé à bosser, un de ses premiers rapports, c'était de me dire qu'il y avait eu, sur 12 naissances, on avait eu 6 décès. 3 mamans et 3 bébés. Je veux dire, donc c'est un truc, qu'on ait des maladies, qu'on soit isolé, qu'on ait du paludisme et tout ça, il y a des choses à faire, mais qu'on meurt en donnant la vie, c'est pas normal. Donc là, on s'est dit. Donc finalement, on a embauché des sages-femmes de la ville. C'était une erreur parce que en fait, on s'est rendu compte que les personnes venaient parce que les femmes localement avaient peur, puisque d'habitude, elles avaient que des matrones qui travaillaient plus ou moins bien avec des conditions d'hygiène assez dramatiques. Hein. Je veux dire, il y a une tradition qui était de tremper la lame de rasoir qui servait à couper le coton ombilical dans la terre pour faire le lien à la terre. Ça ne pouvait pas marcher terrible. Ouais. Mais en même temps, il fallait respecter ce système-là parce qu'elles se disaient, ils ont trop vu de projets. Nous, on est ce qu'on appelle un programme, on est là pour toujours, je veux dire sur du long terme. Mais souvent, ils ont vu des projets qui arrivent, on finance un truc, après ça s'en va. Donc ils disaient, si on se fâche avec les matrones, et ben quand la sage-femme sera partie, on sera bien embêté. Et donc finalement, à la fin du compte, on a trouvé une matrone qui était très sérieuse, très hygiénique, etc. Et on l'a associée à la sage-femme. Et depuis des années, elle travaille donc dans ce centre de santé de Voïman.
où elles apportent des soins qui sont cruciaux pour les populations locales, des soins de base. On meurt de la rougeole encore, donc il y a du paludisme qui est une maladie grave. Mais on essaye aussi de travailler avec les plantes, bien évidemment, puisqu'on a toutes ces plantes médicinales, ces huiles essentielles. Les huiles essentielles ne sont pas utilisées traditionnellement par les Malgaches. Et on a quelqu'un que tu connais qui est Michel Pidou. Mais oui, notre Michel. Michel était venu en 2008 à Wuyiman. Et on a parlé des huiles, il s'est passionné pour les huiles et il a fait un travail extraordinaire, je veux dire, d'adaptation en fait, je veux dire, de l'usage des huiles pour les Malgaches qui n'en avaient pas du tout l'habitude. Et donc là, on a construit un labo aussi dans les activités, vraiment au bord de la forêt, hein, il y a 20 minutes à pied pour y aller, c'est le labo certainement le plus inspirant du monde. Ouais, une jolie vue, ça. Mais c'est génial parce que du coup, on a travaillé beaucoup avec Michel, mais aussi on va faire des tests. On a eu une aide de Chanel il y a plusieurs années pour tester la toxicité des produits, parce que je veux dire, les huiles essentielles sont des produits qui sont hautement efficaces, mais qui dit efficacité dit besoin de contrôler l'utilisation. Et donc on a fabriqué des baumes sur place, donc on a retapé le labo là parce qu'on a eu un cyclone qui avait tout détruit. Et l'idée c'est de mélanger ces soins locaux, je veux dire, avec des soins de temps en temps, il faut aller aux antibiotiques, il y a urgence, il faut faire des trucs, mais de travailler aussi avec les plantes localement et donc de faire ces baumes, d'utiliser ces huiles essentielles. Il y a aussi les tradipraticiens sur place. Et on a eu un médecin très bien à un moment donné, qui a beaucoup travaillé avec eux. Et il y a parfois, les plantes sont plus efficaces que les produits pharmaceutiques. Sur les brûlures, par exemple, on a des trucs, et il y a pas mal de brûlures, parce qu'on est dans des cases au sol en terre, avec ce qu'on appelle des fatapères, qui sont des petits fourneaux où on fait à manger. T'imagines avec les enfants, des petites cases qui font 3 mètres sur 2 mètres, c'est une catastrophe. Donc beaucoup de brûlures chez les petits-enfants. Et là, en fait, le médecin s'était rendu compte que les plantes utilisées par les tradipraticiens fonctionnent mieux que les tuiles à lumière et autres produits pharmaceutiques. Et donc là, dans le cas présent, quand il y a brûlure, on fait appel au tradipraticien qui va faire des cataplasmes avec des plantes et ça marche très très bien. Donc on essaye de faire ce. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce que ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'écoute, beaucoup de respect de part et d'autre qui se gagnent. Mais vraiment un potentiel phénoménal de montrer justement que ce labo, ce centre de santé et les tradipraticiens, finalement, travaillent de plus en plus ensemble. Ça prend beaucoup de temps, encore une fois, comme je le disais. Mais on arrive à créer une vraie dynamique entre l'usage des plantes traditionnelles, l'usage des huiles essentielles en aromathérapie, grâce à des conseils de Michel et autres. Et aussi, bien sûr, ces sages-femmes et infirmières qui font leur boulot d'urgence. Oui, moi, j'imagine qu'en première intention, ça va toujours être les remèdes locaux, que ce soit les remèdes traditionnels, comme les remèdes traditionnels améliorés avec les baumes, qui sont faits avec des huiles essentielles. Et en deuxième intention, quand vraiment la pathologie est plus grave ou compliquée, avoir recours aux antibiotiques ou aux médicaments de l'allopathie, non ? Oui, mais on a eu, ça commence à changer beaucoup. Et ce qui change, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que le diagnostic il soit fait directement entre le tradipraticien et les infirmières. Parce qu'on a eu des problèmes dans le temps, parce que tu as raison, c'est ce qui se passe naturellement, j'allais dire. Mais c'est vrai que, tu vois, sur le paludisme, on a eu des enfants qui sont arrivés trop tard au centre de santé. Tu vois, et donc maintenant, il y a ce travail qui est fait avec un tradipraticien, qui est le président de l'association des tradipraticiens, parce qu'ils sont plusieurs, et qui vont faire le diagnostic ensemble. Et Michel Pidou nous aide beaucoup là-dedans. Donc on fait en fait un premier diagnostic, on voit s'il y a ça, s'il y a une toux grasse, s'il y a des machins, s'il y a des fièvres, et on part. À ce moment-là, on part chez le tradipraticien ou on part chez les urgences en même temps. Et encore une fois, en particulier sur le paludisme, qui est une maladie très grave, qui touche les enfants et qui peut tuer les enfants. Et là, les plantes peuvent être très très intéressantes en préventif, je dirais, il y a un gros travail à faire, en curatif aussi, mais quand on est dans des pics de fièvre et d'explosion du parasite, là parfois il faut réagir très très vite et là les plantes ne suffisent pas, donc il faut avoir ces traitements de fond. L'artillerie lourde. Et voilà, et il faut des fois agir vite. Ces médicaments allopathiques sont présents sur place à Wuyiman, elles ont un stock ou... Alors ça manque toujours parce que je veux dire, on a des gens qui sont quand même très très pauvres, je veux dire, on
on travaille bien, il y a des créations de revenus, mais je l'ai dit, je veux dire, des girofliers, des canneliers, ils ont été plantés depuis 2-3 ans, je veux dire, le gingembre depuis plus longtemps, mais le gingembre, il subit les cyclones aussi, donc il faudra des années avant que les gens soient vraiment autonomes. Donc on a des gens qui restent très pauvres. Oui. Donc souvent, ils ne peuvent pas se payer les médicaments. Il y a les associations de production des huiles essentielles, je veux dire, qui fournissent, je veux dire, quand ils ont des bénéfices à la fin de l'année, ils ont mis ça dans une caisse, justement, pour pouvoir acheter les médicaments pour les plus pauvres, quand il y a urgence. Donc il y a toujours... on est dans une phase, en France, où on a la sécurité sociale, on paye des impôts. Là-bas, il n'y a personne qui paye des impôts, c'est des impôts volontaires quand les gens le font. Donc il y a encore des manques de produits de base, quoi. Mais c'est là où on se dit aussi, là, ce qu'on lance, tu parlais des huiles essentielles. Donc là, on a Aroma Forest, qui est une entreprise qui fait des huiles essentielles à Madagascar, qui est une entreprise sociale et solidaire que j'ai créée il y a 20 ans, qui exporte partout dans le monde, qui est une belle entreprise qui fait vivre des milliers de personnes. C'est plus de 6000 personnes qui tirent des revenus d'Aroma Forest. Ça fait à peu près un millier d'emplois permanents, puisque les femmes décident de travailler quand elles veulent. Mais donc là, maintenant, on a décidé de faire des produits finis. Donc Aroma Forest va vendre, là, à partir de cette année, je vais dire des huiles essentielles au détail en 10 millilitres. Sur Internet, en pharmacie certainement, pour arriver justement à financer ces actions de terrain. Je veux dire, moi je cherche des sous tout le temps pour des actions de terrain, et c'est difficile, et c'est encore pas mal dépendant de moi. Donc l'idée, c'est de développer ce marché. Les gens sont sensibles maintenant, ils veulent savoir d'où ça vient. On sait que c'est crucial de savoir d'où viennent les huiles essentielles, comment elles sont produites. Nous, on l'a fait depuis toujours, donc on dit, maintenant, en fait, il faut ramener ça aux consommateurs finaux ici en France, mais j'espère en Allemagne, aux États-Unis aussi. Donc, et là, on saura d'où viennent les huiles. Pour chaque huile de flacon de Ravinsar, on va planter un arbre. C'est-à-dire que tu auras ton QR code sur ta bouteille, tu pourras aller sur Google Earth et tu vas voir où est-ce que l'arbre que tu as permis de planter, à quel paysan il a été donné. Et l'idée, c'est de créer justement une vraie dynamique de terrain. On a Internet maintenant, ils ont Messenger, WhatsApp sur le terrain, donc on pourra très vite, je veux dire, parler avec le paysan qui a planté son arbre de Ravinsar, et pourquoi pas dans 6-7 ans, je veux dire, avoir son huile essentielle produite à partir de son arbre. Nous, on pense que c'est possible de créer ce lien maintenant. Oui. Ça fait 20 ans qu'on est sur le terrain, on sait que les gens, ils ont envie de ça, ils ont envie de connaître leur produit, comment il est fait. Donc on va lancer ça, et ça nous permettra d'avoir un pourcentage important de ces ventes-là qui iront non pas pour faire fonctionner des grosses multinationales, mais pour aller sur le terrain et permettre l'autonomisation des soins aussi. D'accord. Alors, tu parlais de Aroma Forest qui faisait vivre à peu près 6000 personnes, mais est-ce que c'est 6000 personnes sur Voiman ? Non. Sur Voiman, on a à peu près 200 à 250 personnes impliquées dans la production des huiles essentielles. Mais quand tu comptes une famille, il fait à peu près 5 personnes, donc ça fait vivre pratiquement 1 millier de personnes. D'accord. Donc tout le programme, je veux dire, de production des huiles essentielles sur Voiman. Mais pour le reste, les autres activités, l'écotourisme et l'artisanat, globalement, combien de personnes peuvent vivre de leurs activités sur Voiman dans cet équilibre ? En plus des huiles essentielles. On est pratiquement à 1500 personnes à l'heure actuelle. Super. Et du coup, ça participe aussi à envoyer des enfants à l'école, j'imagine ? Ah, bien sûr, on a aussi financé des écoles, construit des écoles. Donc Anne, qui s'occupe du programme éducation, est en train de regarder pour qu'on puisse avoir aussi sur la petite enfance, au niveau des petits villages qui sont isolés. Il y a tout un travail, parce que la petite enfance est très importante. L'éducation, l'éveil, en fait, je veux dire, surtout quand on a beaucoup de chance de ne pas aller jusqu'au bout des études supérieures. Et pour le moment, sur l'école d'Ambavagnas qu'on a construit, on a à peu près 250 enfants qui sont scolarisés à l'heure actuelle, et avec pareil, des gros besoins. Anne vient de lancer un cri d'alarme un petit peu, parce que c'est l'État malgache, il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas titularisés, et l'État ne paye que la moitié de leur salaire. Le reste du salaire, ça doit être payé par les communautés locales. Mais comme je te l'ai dit, là, on a des gens qui gagnent de l'argent un peu avec l'écotourisme. L'écotourisme a été une catastrophe, tu imagines bien. Covid, il n'y a eu rien pendant 2 ans, donc on a eu trouvé des sous. Mais les gens, ils ne sont pas du tout encore à l'aise. Je veux dire, on est au stade où on est sorti de la misère, si je puis dire. Je veux dire, donc même de la famine. Hein. Les gens, ils ont vraiment ce qu'on appelle des périodes de soudure où ils n'avaient pas assez à manger. Donc j'espère que là, on va quitter cette année définitivement cette situation pour qu'au moins on n'ait plus de gens qui soient dans une déficience alimentaire. Et donc les enseignants, ils n'ont pas les moyens de les payer encore. Donc là,
ça coûte 70 € par mois, je veux dire, mais on a 20 enseignants, je veux dire, donc ça veut dire que, en gros, il nous manque 3 000 € là, je veux dire, alors on se dit c'est rien du tout, effectivement. À l'échelle européenne, ça voilà. va, oui. Mais voilà, mais il faut les avoir, quoi. Il faut les avoir, non, c'est clair. Bon, donc si on reprend un peu ta vision c'est positive impact, c'est avoir un impact positif par nos actions et c'est un peu ta marque de fabrique, si je puis dire. Donc ta vision, si je peux la résumer, ce serait de valoriser et protéger la biodiversité en impliquant directement les communautés locales, comme tu nous l'as expliqué. Et si celles-ci voient leurs revenus augmenter et qu'elles y trouvent un intérêt économique, elles s'engageront pour préserver leur environnement pourvoyeur de richesses. Donc, tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure, on va certainement être un peu redondant, mais il y a tellement de choses à dire. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ces filières économiques qui sont devenues rentables et bénéfiques sur le site de Voiman et qui aujourd'hui roulent toutes seules? Alors, Net Positive Impact, si tu veux, moi j'ai déposé ça, je ne sais même pas que j'y arriverai, je veux dire. Mais c'est en fait une vision qu'on a eue, on a travaillé au niveau européen déjà depuis une quinzaine d'années. J'ai participé à quelques réunions, pareil, parce que j'avais l'expérience, on m'a fait venir à Bruxelles pour réfléchir à des trucs. Et tu vois, on voit tout ce schéma du WWF, là, tu vois, les limites de la planète, on voit qu'en Europe, aux États-Unis, on bouffe 2,5 fois le truc. Ouais. Donc c'est là où il faut comprendre. Justement, dans ce concept européen, on a dit qu'il fallait un peu qu'on arrive à ce qu'on appelle le no net loss, c'est-à-dire de ne plus avoir d'impact négatif. C'est indispensable, on ne peut pas surexploiter les ressources. Donc c'était la première chose, de dire que les industriels, on ne peut plus se permettre de polluer, si tu veux, de surexploiter les ressources, ça c'est évident. Mais comme on a surexploité les ressources, il faut trouver dans les modèles économiques des choses où on ne va pas se contenter d'être neutre. En fait, quand tu es bio-équitable, tu es juste neutre. Bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas polluer. C'est rien de positif, c'est juste pas être négatif. Le commerce équitable. Oui. J'avais parlé l'année dernière. Voilà, c'est juste ce que j'en pense. Tu vois, c'est bien, mais pareil. Je veux dire, c'est sortir de la misère. Je veux dire, à peine. Tu vois, je veux dire, donc ça marche pas. Donc il faut effectivement avoir cet impact positif sur la biodiversité. Si je te prends des exemples clairs, c'est pour ça que la valorisation des ressources naturelles, elle est très importante. Elle demande de l'encadrement. On a eu l'essentiel, le sarro, tu vois, dont j'ai créé le nom, qu'on a développé. Et en fait, on l'a fait pour montrer un exemple. Dans l'Ouest malgache, je veux dire, les gens sont très pauvres, il y a rien du tout. Voiman est assez facilement accessible. On est à 4 heures de route de Tananarive, 20 minutes de marche, et tu es dans cette forêt. Pour aller dans l'Ouest, il nous faut 11 heures de voiture, 4 heures de bateau, je veux dire, pour arriver sur le site où on produit le sarro. Mais le sarro, il est produit avec des feuilles d'une plante sauvage. Donc, pour peu que tu encadres tes producteurs, eh ben, tu vas voir qu'ils vont avoir un intérêt à protéger ces arbres qui sont utilisés aussi par les lémuriens, par les sifaka qui sont extraordinaires. Donc ça, c'est une production qui a un impact positif. Parce que ta production, comme elle est bien payée, comme tu payes des gestionnaires aussi, il faut faire gaffe à ça, je veux dire, ça peut être surexploité. Et Voiman, c'est un peu ça ce qui s'est passé, c'est qu'on a un plan d'aménagement. Je t'ai parlé, on a 618 hectares de forêt primaire. Le deal qu'on fait avec les communautés locales, c'est-à-dire, on a 450 hectares de terres qui ont été dégradées. Et bien on dit aux paysans, on va vous filer un coup de main, on va les réhabiliter, on va planter, encore une fois, tout de suite des ananas, tout de suite des bananiers, pour que dans 1 an et demi, vous ayez des revenus grâce à ça. On va planter des girofliers, des canneliers, de la vanille, pour que vous ayez des revenus, je veux dire, dans 7-8 ans, qui vous rendent tranquille, je veux dire, avec votre parcelle. Mais on a un plan d'aménagement, on va protéger les rivières pour protéger la qualité de l'eau, on va protéger la forêt parce qu'il y a ces plantes médicinales qu'on ne connaît pas encore. Il y a un poivre sauvage qui s'appelle le tsipérifère qu'on a trouvé. C'est génial, les cuisiniers, grands cuisiniers français qui l'ont testé s'éclatent, c'est un truc merveilleux. Mais bon, c'est une liane, les gens ils surexploitent facilement, ils ont coupé la liane, une grande liane qui monte dans les... Là, on travaille avec le CIRA, le Centre national sur la recherche agronomique pour le développement, et on a une thésarde qui va aider nos communautés locales à multiplier. Et on va planter ça dans des reboisements. On fait des reboisements, mais avec certaines espèces qui vont être d'intérêt économique et qui ont besoin des arbres. Donc là, ton tsipérifère, quand on va le replanter, quand on va le gérer, quand on va former les gens, eh ben, il a besoin d'un arbre au-dessus de lit. Donc là, tu arrives typiquement à quelque chose
où tu as un impact positif de cette filière de poivre, si tu le fais bien. C'est-à-dire, si tu surexploites pas, tu gères, il faut gérer. Et bien finalement, le paysan, pour produire son poivre, il a besoin d'un arbre au-dessus de la tête. Donc à nous de former et d'aider les gens à faire ça. Et puis à la fin, ça tient, on a un plan d'aménagement, on dit OK. Et puis on est certifié, on a aussi une plus-value. Donc c'est pour ça, en vendant les huiles ici sur le marché français au détail, on va faire cette plus-value que les autres font pour le moment, mais pour un retour local. Et ces huiles sont certifiées wildlife friendly. Parce que finalement, on montre qu'en gérant, on va protéger les lémuriens grâce à ces producteurs qui sont à côté, qui acceptent de garder les lémuriens, qui ne vont pas tout détruire, qui vont plutôt rendre plus productif la parcelle de terre qu'ils ont, en agroforesterie en particulier. Et donc finalement, nous on leur dit, si nous on peut vendre wildlife friendly à des consommateurs français qui vont dire, putain, si je peux acheter une huile qui va en plus aider à la protection des lémuriens, je suis content, je vais la payer son juste prix, je veux dire, mais c'est tout. Et bien à la fin, les gens, ils savent qu'ils touchent une plus-value, qu'on va payer le centre de santé parce qu'ils auront ça. Donc ça, c'est les vrais échanges entre le Nord et le Sud de façon intelligente et qui ont ces impacts positifs. Superbe. Alors maintenant, je te propose de changer de continent et de nous projeter en Afrique, au Kenya plus précisément. Tu as de nombreux projets en cours là-bas. Tu travailles actuellement sur un projet avec les Maasai concernant l'encens noir. Les Samburu. J'avais un doute alors, parce que tu travailles aussi avec les Maasai sur d'autres essences. Ouais, c'est des cousins, les Samburu et les Maasai. Ils parlent la même langue. Je veux dire, on parle plus traditionnellement des Maasai, je veux dire. Mais les Samburu et les Maasai sont vraiment les cousins. Ce sont les tribus nomades, je veux dire, du Kenya. Ok. Donc, alors tu travailles avec les Samburu, dont j'ai vu des photos passer que tu avais prises avec ces femmes si belles. Donc, concernant l'encens noir, je disais Boswellia neglecta. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? En fait, à un moment donné, j'ai travaillé dans plein de pays. On a travaillé dans une vingtaine de pays parce que je trouvais ça très excitant et on m'avait donné les moyens de le faire. Mais il faut être capable d'approfondir. Donc là, je me suis concentré sur quelques pays pour montrer qu'il n'y a pas que Madagascar où on a un contexte spécifique, mais qu'on peut dupliquer ce travail, je veux dire, de valorisation des plantes au niveau local. Et là, on se concentre dans des pays où on peut vraiment faire la différence. Je veux dire, au Burkina Faso, on travaille donc au Kenya, au Cameroun aussi, où on a des travaux sur du long terme, je veux dire, de certaines plantes. Et au Kenya, ça m'a touché parce on travaille avec une petite association qui s'appelle Gazelle Arambi, qui faisait le boulot. Donc, pareil, moi j'aime bien quand il y a des gens qui font vraiment le travail de terrain. Et je voyais qu'on pouvait faire la différence. Le Kenya subit des sécheresses dramatiques depuis 4-5 ans, qui n'ont jamais été vues. Et dans le nord du Kenya, c'est vraiment très très grave. Où ces Samburu et les Maasai aussi, qui sont dans ces régions-là, vivent en tant que nomades de leurs chèvres. Donc là, il y a un an, j'y étais. Même les chèvres qui meurent à cause de la sécheresse, même les chameaux, je veux dire, les dromadaires, je veux dire, qui meurent, que tu vois morts au bord de la route. Donc c'est assez dramatique. Et en fait, ces nomades, depuis des générations et des générations, certainement depuis des milliers d'années, collectaient les encens qu'ils vendaient. C'était une source de revenus parallèle, je veux dire, tu vois, un petit peu. Mais maintenant qu'ils ont même plus leurs chèvres, tu vois, etc., donc ces gens n'ont plus rien, je veux dire, en particulier les femmes. Et donc tu te dis, mais il faut faire quelque chose. Et ils ont cette ressource qui est potentiellement super renouvelable, puisque c'est une résine qui coule de l'arbre. Alors pareil, ça peut être surexploité, je veux dire, on peut couper trop, etc. Mais je me suis dit qu'il faut valoriser ça. Et on a moyen de le faire de façon plus directe maintenant, parce que l'industrie de la parfumerie se réveille un petit peu, je veux dire, et l'aromathérapie aussi, et il faut savoir d'où viennent les produits. Et là, je peux te dire, c'est incroyable, parce qu'il y a moyen de faire des chaînes beaucoup plus directes. Tu vois, il y a une boîte française qui s'appelle Arrêt Parfum, qui fait un très beau travail, je veux dire, sur les matières premières. Tu vas te fournir des matières premières avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement de terrain. Moi, je peux les contacter. Tu vois, des boîtes comme Payan Bertrand aussi qui jouent le jeu. Je leur dis, OK, tiens, voilà. Là, je suis allé. Je vois des femmes qui collectent. Pour le moment, elles ont 10 000 intermédiaires qui tous, tu vois, s'enregistrent sur leur dos. Ils sont pas loin de la route nationale. Il y a moyen d'organiser de la collecte par des gens locaux et d'arriver à avoir une production sur place dans une distillerie qu'on a vue, je veux dire, à Nairobi, mais aussi dans des villes à côté. Donc il y a moyen de créer des circuits courts maintenant et qui vont faire qu'on va rémunérer correctement ces femmes. Donc là, moi sur des lieux comme ça où je vois qu'on peut faire la différence, je me dis, là il faut le faire.
La collecte est déjà faite. Ce qu'il faut, c'est restructurer la filière pour qu'elle soit plus directe et qu'on paye correctement ces femmes. Et là, le résultat, il est immédiat. Je veux dire, tu vas permettre à ces femmes de vivre décemment, je veux dire, et de ne plus avoir à migrer pour chercher d'autres terres ou comment vivre. Oui. Le moment où tu étais la dernière fois, où tu as fait des premiers essais sur cet encens, et aujourd'hui, t'en es où? Enfin, qu'est-ce qui a été accompli? Alors, il y a plusieurs encens. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a 3 variétés en fait, je veux dire, qui sont valorisables. Et donc souvent, ça partait en vrac. Donc le travail maintenant, il est là. Donc on a fait des premiers tests de distillation. Donc on a un encens, tu as parlé de Boswellia neglecta, qui est déjà connu. Les variétés qu'on a là-bas, comme finalement on arrive à les avoir pures, en fait, elles correspondent pas à la norme classique. Elles sont très intéressantes. Je veux dire, tu vois, on a des nez maintenant qui les voient, qui les regardent. On a ces 3 variétés. Maintenant, je veux dire, ils ont tous Internet un petit peu partout. Et là, j'ai une collectrice dans un petit village au bord de la route qui fait le boulot. Donc, je lui fais envoyer ça à la distillerie. On est en contact sur WhatsApp, c'est absolument génial. Oui. Et donc là, on est en train de faire la différenciation de ces 3 essences et de travailler avec l'aîné, avec le sourceur aussi, je veux dire, qui lui fait son boulot aussi d'aller voir les parfumeurs, de voir, et on propose ces produits maintenant, je veux dire, aux parfumeurs pour voir qui est intéressé par quoi, et on structure la filière. Donc ça va nous prendre encore quelques mois, mais les produits vont sortir, c'est sûr, je veux dire, il sera une très belle histoire. Oui. Donc ça, je pense que le sourceur est prêt vraiment à les mettre sur le marché. Et l'idée, c'est de trouver un parfumeur qui va aimer les encens et qui va avoir intérêt à avoir une filière qui soit bien faite, qui soit mise en place. Ce qu'il faut, c'est que nous, qu'on fasse le lien. Je dirais, donc on va dire l'homme et l'environnement, tu vois, notre association, les deux, Parfumeurs sans frontières, de créer le lien entre des producteurs et des utilisateurs et des parfumeurs et dire ok, il faut le faire. Donc on ne sait pas encore trop comment ça va sortir. Je pense que le sourceur va les sortir au détail, je veux dire dès qu'on les aura standardisés quand même. Et les parfumeurs, on espère qu'il y a un parfumeur qui va s'y intéresser. Donc 3 prochains encens potentiellement à sentir et à disfrutar en espagnol, mais ça ne me vient pas en français. Et on a hâte. C'est clair. On verra aussi quel effet ça fait au niveau psycho-émotionnel, parce que l'encens sacré, déjà, c'est un voyage. L'encens a été utilisé depuis la nuit des temps, c'est pas pour rien. Je veux dire, tu as cette transcendance, je veux dire, qui se fait de cette odeur. Quand tu les as dans les cases qui sont brûlées, ou que tu vas dans les entrepôts, je te dis pas, sous le soleil, c'est juste, tu rentres là-dedans, voilà. Un petit shoot, quoi. Carrément. Non, mais c'est ça aussi, on a envie que les gens découvrent ce produit extraordinaire et puis s'en inspirer et puis en vivre. Alors par ailleurs, tu es en train de mener des études sur le lélechwa. Alors je ne suis pas sûre de bien le prononcer, de son nom latin Tarchonanthus camphoratus, une plante autochtone du Kenya toujours, et notamment sur son huile essentielle. Alors quelles sont ses potentialités thérapeutiques, cosmétiques et économiques? Alors, les potentialités sont très importantes. Pourquoi je viens le regarder? J'ai un ami Kenyan, qui est Kenyan britannique, je veux dire, qui est Maasai, qui est un demi-frère Maasai, qui a grandi chez les Maasai. Et Georges, donc quand je vais à Nairobi, on se voit, on travaille sur les plantes parce qu'il aime ça le passionne, même s'il n'y connaît pas grand-chose, mais il sait que pour eux, les Maasai, dont lui c'est un grand frère, c'est très important. Et en fait, il y a des fortes pressions. Le gouvernement kényan a donné les terres aux Maasai, qui avant étaient des terres publiques où ils ont toujours voyagé, et ça a des effets un peu pervers. C'est-à-dire qu'il peut y avoir certains Maasai qui maintenant peuvent vendre leurs terres. Avant, on ne vendait pas la terre appartient à Dieu, elle appartient à la planète. Et sachant que Dieu est une connotation, je veux dire, où les Maasai, ils rigolent beaucoup, ils disent, mais pourquoi nous, on a toujours respecté, tu vois, ce créateur, je veux dire, qu'est-ce que tu me parles, nous, on le connaît déjà, Dieu, tu vois c'est assez marrant. Mais, tu vois, Georges, qui vit dans la capitale, lui, tu vois, à un moment donné, il y a les anciens qui l'ont appelé, parce qu'il y avait un Maasai qui avait vendu des terres où ils allaient faire du charbon avec, tu vois, pour faire des sous.
Et les anciens se sont réunis, donc avec Georges, en disant qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc là, on dit non, mais on ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas détruire justement les œuvres du Créateur. Hein, tu l'appelles Dieu ou tu l'appelles le Créateur, donc il faut. Donc les anciens ont décidé d'arrêter ça. Et en fait, cette plante-là qui faisait du charbon, c'était du lait léchois, je dirais. Et moi, je sais par littérature que c'est une plante qui fait de l'huile essentielle. Et de façon assez géniale, où les Maasai s'en servent traditionnellement comme déodorant. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils prennent des feuilles très simplement, c'est-à-dire qu'amphora, hein, t'imagines bien, et puis tu te mets ça sous les aisselles, et puis tu peux marcher des kilomètres sous le soleil, et puis tu sens parfaitement bon, etc. C'est assez génial, tu vois, comme produit. Je me dis, c'est dommage de ne pas valoriser ce savoir d'une façon respectueuse, tu vois, il ne s'agit pas de dire, tiens, ils ont une super idée, on le fait. Non, non, moi ce que je veux, c'est qu'on puisse valoriser ces plantes pour que justement, ils ne soient pas obligés de faire du charbon, mais qu'ils puissent l'avoir. Donc on a commencé avec Georges à distiller un petit peu, à faire des tests, faire des analyses, je veux dire, de ces produits. Plein d'applications, tu vois, c'est le petit tri africain pratiquement, tu vois, je veux dire, donc des utilités antibactériennes, antivirales, on n'ose pas dire, mais je veux dire, il y a beaucoup de travaux à mener encore dessus. Au niveau cosmétique aussi, tu vois, parce que ce côté antibactérien va aussi être important. Et puis, donc, plein de choses super intéressantes pour la sphère respiratoire aussi. Donc, il y a des trucs très intéressants à faire. Donc, j'ai commencé à retravailler sur les lait léchois. Je me dis, il faut qu'on fasse la promotion de cette huile. Elle avait commencé à être sur le marché international. Et à l'époque, il y a déjà une vingtaine d'années, c'est Body Shop qui avait commencé à lancer ça. Mais Body Shop, quand ils commençaient à vouloir faire beaucoup d'argent, si tu veux, je vois Body Shop à l'époque voulait acheter ça 5 € le kilo. Cette huile, ça prend du temps de la produire, c'est un truc qui devrait valoir 80, 100 €. C'est pas beaucoup, c'est pas une huile très chère. Mais au moins qu'on ait une vraie valeur de ce produit. J'ai vu un des premiers producteurs à Nairobi. Le gars, il avait arrêté, son alambic est toujours là, tu vois. Donc, on va essayer de voir si on peut le racheter pour la communauté Maasai. Donc, on va essayer de relancer un peu ce lait léchois, qui est une super huile. Et pourquoi pas, nous, en faire un déodorant à un moment donné, si tu veux, avec Elephas. Oui, mais comment elle se présente, cette plante, et quelle est la partie distillée? Alors, c'est un grand buisson. Ouais. Un grand buisson, donc qui va faire jusqu'à 4-5 mètres de haut, tu vois, souvent plutôt 2-3 mètres. Donc assez feuillu, et c'est les feuilles qui sont distillées, je veux dire. Donc, et il y a aussi, j'ai rencontré à Nairobi aussi un Kenyan qui travaille sur le bois énergie, puisque le bois énergie est très important. Oui. Et en fait, il a mis au point, lui, pour faire de l'énergie, pour faire de l'électricité même, un système d'exploitation durable du lait léchois. Donc ça fait beaucoup de branches qui partent de la base. Et donc, en fait, on peut utiliser 3-4 branches, on revient 2 ans après, on recoupe ces 3-4 branches, les autres repartent. Donc, c'est vraiment possible d'exploiter durablement. Et du coup, cette exploitation durable, on ne fait pas de la monoculture comme on le fait dans des huiles essentielles beaucoup, malheureusement. Je veux dire, là, ça pousse dans la nature. Et donc, en fait, tu préserves toute la faune qui est là, je veux dire, qui vit dans cet habitat naturel du lait léchois. Oui, c'est ça, il n'est pas en danger d'extinction pour le coup. Non, du tout. Mais par contre, l'habitat est menacé. Donc, si on valorise cet habitat économiquement, eh bien, on arrivera à changer les choses et puis dire, eh ben, ça vaut le coup de garder l'habitat comme ça, à la place de faire des cultures d'eucalyptus ou autres, tu vois, je veux dire. Et d'ailleurs, je pense la distillation au Kenya, alors qu'ils sont en pleine sécheresse, comment ils font pour avoir accès à l'eau? Alors le Kenya est un gros pays avec un volcan, etc. Donc quand on parle des sécheresses, on est dans le nord du Kenya, mais tu as aussi des montagnes, je veux dire, où il y a toujours de l'eau, où il pleut, donc il faut voir quelle zone. Et les résines, bien évidemment, ne seront pas distillées, je veux dire, tout à fait dans le nord où il n'y a pas d'eau, même si on pourrait faire des puits, et c'est ce qu'on a fait dans certaines régions, nous, tu vois, dans l'ouest malgache par exemple. Un puits que tu partages, on a fait ça au Burkina Faso aussi, où tu fais un puits qui sert les communautés locales aussi bien que ta distillation. Au contraire, ça permet d'apporter l'eau, donc ça peut se faire, hein, il faut creuser. Les nomades ne le font pas, eux ils sont là. Mais dans le Kenya, si tu vas vers le centre du Kenya, tu as des zones tout à fait vertes avec plein d'agriculture parce qu'il y a de l'eau. Ok. Bon, Olivier, cette interview touche à sa fin, mais j'ai une question. Comment va Kadoua et ses éléphants ? Eh bien, Kadoua va encore bien, les éléphants vont bien, je l'espère. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, on essaye de développer, donc avec la marque Elephas Paris, donc la commercialisation du beurre de karité, pour pareil, qu'il y ait une plus-value qui soit faite. On a un puits qui a été fait maintenant, qui est fonctionnel. Il nous manque encore une clôture pour éviter les chèvres de venir manger ce qui se fait. Mais c'est assez super. On a aussi
Le réalisateur qui a fait le film, qui s'est engagé, qui soutient Kadoua aussi pour l'aider à monter sa petite épicerie. Et donc ça c'est chouette. Moi j'ai fait pas mal de documentaires dans ma vie. En général, le réalisateur il fait son truc, après il passe à autre chose. Là on voit qu'il y a des choses qui changent, des gens qui s'engagent, qui ont envie de rester présents avec les gens qu'ils ont filmés. Ça c'est super. Donc Kadoua, c'est bien. On a des nouvelles par Bernadette, notre coordinatrice d'Elephas Paris qui est à temps plein au Burkina Faso. Donc on reçoit des nouvelles, et ça va bien, encore beaucoup de boulot. Oui, enfin sur 1000 projets à la fois. As-tu quelque chose à rajouter? Ben non, on fait 1000 projets, mais je trouve que ce qu'il y a de génial, c'est des gens comme toi, des gens comme tous les gens qui s'intéressent à ce qui se passe et aux produits maintenant. Et si je peux juste dire une chose, c'est continuer à vous intéresser. Il faut qu'on comprenne comment chacun d'entre nous peut jouer ce rôle positif, cet impact positif. Et qu'on soit plus exigeant envers les entreprises et envers les produits qui sont sur le marché, et qu'on s'engage, parce qu'on peut le faire, je veux dire, au niveau de l'achat de nos produits, bien évidemment, mais aussi les petits gestes de chacun qui veut soutenir un instituteur à 70 € par mois. Il y a plein de gens qui pourraient le faire, si ce n'est tous les mois, ou au moins le faire une fois de temps en temps. Oui, ok. Message reçu. Puis soyons consommateurs plutôt que consommateurs. Voilà, c'est ce qu'on essaye. Didier Ramiandrasso, notre ami, il n'arrête pas de le dire, soyons consommateurs. Soyons consommateurs, c'est ce qu'on essaye de faire, tu vois, en consommation locale et en consommation internationale. Agissons, je veux dire, soyons présents. Oui. On le fait avec Tam Tam Phyto Aroma, tu vois, pour promouvoir ses soins. On le fait avec Parfumeurs sans frontières, pour promouvoir de l'intelligence dans les filières de la parfumerie. On le fait avec l'homme et l'environnement, on travaille avec les communautés locales, mais tout le monde peut le faire. Et ce qu'on veut faire avec Aroma Forest, c'est ça. Ce qu'on fait déjà avec Elephas Paris, avec les cosmétiques, c'est se reconnecter à la nature et aux gens qui sont sur place. Et c'est possible. Oui. Très bien. Merci Olivier pour tout ça. Merci Johanna d'être à l'écoute de tout ça. Oui, c'est un plaisir.